Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de là où vous êtes. J'espère que vous allez très bien. L'autre jour, dans l'émission New World TV, New World TV, vous savez, il y a une émission, il y a une chaîne de télé New World TV qui anime beaucoup à partir du Togo. On a vu sur le plateau Monsieur Luc Abaki. Monsieur Luc Abaki, il est écrivain, il est journaliste écrivain, il est journaliste écrivain. Il a dit quelque chose de très important qui a vraiment attiré l'attention de beaucoup de Maliens. Et c'est pour ça qu'on a cherché à rentrer en contact avec lui pour lui demander ce qui se passait. Il a fait une déclaration, il a dit que au niveau du conseil d'administration de la BAD, eh bien que la Côte d'Ivoire et la France se sont mis ensemble pour refuser un prêt au Mali. Vous savez, j'ai appris un fait quand même saisissant au Mali, où lorsque la Côte d'Ivoire a coupé l'électricité au Mali, vous savez que la Côte d'Ivoire alimentait l'électricité au Mali, le Mali a monté un projet de prêt auprès de la Banque africaine de développement d'un montant de 45 milliards. De sorte qu'une partie là de ce montant puisse être utilisée pour éponger justement les arriérés de paiement de trucs. Vous savez que la Côte d'Ivoire et la France, en conseil d'administration de la BAD, se sont opposés justement à l'accord de ce crédit. Donc tout ceci... Monsieur Luc Abaki, bonjour. Bonjour, mon ami Iboussi, et bonjour à tous nos frères maliens. Oui, d'accord. Merci beaucoup d'avoir accepté notre entretien. Monsieur Luc Abaki, on vous a suivi dans une émission à New York TV où vous avez parlé d'un prêt que le Mali voulait. Le Mali, visiblement, voulait faire un prêt avec la BAD, auprès de la BAD. Et ce prêt-là, ça n'a pas fonctionné parce que, semblerait-il, c'est ce que vous avez dit, la France et la Côte d'Ivoire ont refusé. Alors, ce prêt, c'est quoi? C'est de quoi, de quoi s'agissait-il d'abord? Pourquoi un prêt? Et puis, est-ce que réellement ils ont refusé? Comment est-ce qu'ils ont refusé la Côte d'Ivoire et puis la France? Non, vous savez, tous les États du monde fonctionnent en général en prenant des crédits auprès des institutions bancaires afin justement d'uler leur plan de développement, etc., etc. Et puis vous savez que le Mali, avec la nouvelle gouvernance d'Assimi Goïta, a entrepris de nouveaux chantiers, une nouvelle vision, une nouvelle façon justement de diriger le pays de sorte que le Mali puisse atteindre, si vous voulez, l'affranchissement et affirmer sa souveraineté. Et donc, dans ce schéma-là, je crois en fin d'année dernière ou au début de cette année précisément, le conseil d'administration, non, le conseil des ministres avait adopté le principe de demander un crédit auprès de la Banque africaine de développement, de sorte justement à financer certaines filières, notamment, entre autres, éponger une partie des arriérés sur le crédit lié à l'électricité, à la fourniture de l'électricité. Je crois que vous le savez très bien que la Côte d'Ivoire fournit justement l'électricité contre un paiement qui est en bonne et due forme. Et donc, justement, par le passé, les gouvernants précédents avaient accumulé un certain nombre d'arriérés et il fallait, pour justement continuer ce contrat-là, ce partenariat-là, que le Mali puisse éponger justement ces arriérés. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Mali et le gouvernement malien a décidé de demander un crédit auprès de la Banque africaine de développement. Cette banque, sa vocation, vous la connaissez, c'est de financer les projets de développement dans nos pays. Et donc, lorsque la demande est partie, en conseil d'administration, bien sûr, la France, le représentant de la France et celui de la Côte d'Ivoire se sont opposés justement à l'octroi de ce crédit-là. C'est un fait factuel. Je pense que vous pouvez justement vérifier cela auprès de vos autorités compétentes. C'est connu, effectivement, nos sources sont très fiables en la matière. Et donc, ceci rend compte, d'ailleurs, c'est pas étonnant, puisque la politique qui est menée aujourd'hui, si vous voulez, par la France, c'est de faire en sorte à asphyxier les pays de l'AES qui ont osé demander qui ont osé initier un nouveau type de leadership qui vise leur souveraineté, leur affranchissement et leur autosuffisance, en tout cas une capacité pour eux de vivre par eux-mêmes.
Et donc, dans cette logique, la France a besoin des alliés dans notre espace pour pouvoir atteindre son but qui consiste d'abord à nous terroriser avec voilà, ces traîtres et qui sont armés et qui chaque fois perturbent, vous voulez, si vous voulez bien, la vie des citoyens des pays de l'AES. Et ensuite, sur le plan économique, bien sûr, c'est un étouffement complet. Et donc, bien sûr qu'à partir de l'instant où la France participe au conseil d'administration de la BAD, ainsi qu'un complice comme la Côte d'Ivoire, il ne pourrait jamais accepter qu'un tel crédit soit accordé au Mali et qui lui permettrait, si vous voulez, de financer en tout cas ces aspects de son développement et donc régler le problème de l'électricité qui est quand même crucial. Mais Luc, il y a une question quand même qui me taraude de l'esprit. Pourquoi est-ce que la Côte d'Ivoire, elle va refuser que le Mali puisse avoir accès à ce prêt, surtout quand on sait que le Mali avait pour objectif de payer une partie aussi de sa dette vis-à-vis de la Côte d'Ivoire? Pourquoi la Côte d'Ivoire, elle va gagner de l'argent? Elle va gagner de l'argent quand même. Pourquoi refuser? Oui, c'est intéressant de parler de l'argent, mais écoutez, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, en tout cas le régime ivoirien d'aujourd'hui, a développé une hostilité manifeste contre notamment le Mali et l'ensemble des pays de l'Est. Vous vous rappelez bien l'affaire des 49 militaires que le gouvernement malien avait qualifié de mercenaires. Comment vous pouvez comprendre qu'un pays voisin, dont le rôle est normalement de travailler en sorte à mutualiser les forces, les énergies, pour lutter contre les défis majeurs que l'ensemble de ces pays-là rencontrent, peut se rendre complice d'un projet de déstabilisation de son voisin en envoyant sur ce territoire des mercenaires dont le rôle serait, si vous voulez, d'organiser des formes d'attaque pour perturber justement la quiétude du peuple malien. Et donc, déjà que ce régime a posé un tel acte et une série d'autres que nous connaissons très bien, il n'est pas étonnant que la Côte d'Ivoire du président Ouattara puisse s'opposer au projet d'émancipation et d'affranchissement, non pas seulement du Mali, mais de l'ensemble des pays de l'Est. Je ne sais pas si vous avez écouté, il y a ça 2 jours, le général Didier Castres, qui est le PDG du groupe GEOS, qui affirme que depuis décembre, son groupe a pris la gestion complète du port d'Abidjan. Et il vise, entre autres, la perspective de conquérir ou bien d'avoir la même mise sur le port Boué, l'aéroport d'Abidjan et le port d'Abidjan, de sorte à en faire des cas de mise en opération, de sorte que ces structures-là puissent servir à faire passer, si vous voulez, les contingents qui vont servir à des opérations sur nos territoires. Oui, c'est vrai que GEOS, ce serait bien qu'on explique ce que c'est que GEOS à ceux qui nous écoutent. Et effectivement, le général, un général français, qui s'appelle Didier Castres, il est le président du groupe GEOS. Et GEOS, ils font de l'ingénieur conseil, c'est ça. Et puis, ils ont des bureaux d'études aussi. Et puis, ils sont spécialisés dans le génie civil, dans la géotechnique, dans l'hydraulique et environnementale, et dans les ports, etc. Et effectivement, ce général, il avait dit qu'il voulait se baser effectivement sur la Côte d'Ivoire. On a vu une vidéo circuler. Il était, je crois, à l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Tout à fait. Il était devant la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale Française. Et il définit clairement une stratégie qui permet de conserver l'influence de la France en Afrique. Et comme cela avait été fait en 1884 et 85 à Berlin, il a subdivisé l'Afrique en 4 zones. Et avec des stratégies bien précises, dont le but précis de faire en sorte que la France puisse conserver son influence. Et il a dit quelque chose de très fort. Il dit qu'ils doivent se faire demander, c'est-à-dire qu'ils doivent se rendre indispensables à un pays comme la Côte d'Ivoire, à partir duquel ils vont amener, ils vont élaborer toute leur stratégie qui va consister, ça c'est en sous-entendu, qui va consister à déstabiliser véritablement les pays de l'Alliance. Puisque quand il parle des contingents opérationnels,
pour des opérations en Afrique, il s'agit de quelle opération? Ouais. Et puis donc, ils procèdent maintenant par une méthode un peu plus malicieuse, où ils donnent le sentiment de souvenir aux besoins, vous voyez, d'un pays comme la Côte d'Ivoire, sur le plan justement de la gestion du port. Et donc, ils dissimulent tout pour que les gens viennent, non pas en pays, mais en tenue civile, mais avec un bagage intellectuel plutôt funeste contre les intérêts des pays d'Afrique. Donc cette stratégie-là a toujours été, si vous voulez, entretenue. Depuis la tête négrière jusqu'à aujourd'hui, il faut bien comprendre que la France n'est pas prête à démordre. Et parce que précisément, sans l'Afrique, sans les pays de l'espace francophone d'Afrique, la France n'est absolument rien. Et donc, de ce point de vue-là, la nouvelle politique initiée et entretenue par les pays de l'AES fait redouter véritablement les dirigeants français. Ils sont obligés, si vous voulez, de multiplier des stratégies, d'être encore plus subtils, mais toujours avec cet esprit pécamineux et funeste de détruire nos pays et de faire en sorte qu'ils soient toujours instables pour justifier leur présence et le pillage permanent de nos ressources. Je pense que les peuples de l'AES doivent se montrer suffisamment vigilants, toujours soudés derrière leurs dirigeants, qui, eux, font preuve de vision, de pragmatisme, mais surtout de courage et d'audace. Parce que quand vous regardez tout ce qui est en train d'être entrepris par Assimi Goïta, par Ibrahim Traoré, par Diané Abderrahmane, vous comprenez que ces messieurs-là, c'est des perles rares qu'il faut soutenir fermement. On comprend toutes les difficultés que ces pays sont obligés de, dans lesquelles ces pays sont obligés de traverser parce que lorsque vous êtes étouffés, il y a une conspiration internationale contre vos États. Bien sûr que ce serait éprouvant et très difficile. Mais, vous voyez, la voie de l'héroïsme n'est pas la voie des enfants de cœur. Cela demande forcément beaucoup de sacrifices et il va falloir que le peuple malien et l'ensemble des peuples de l'AEDS sécrètent leur énergie du désespoir pour constituer un vrai bouclier et constituer et créer une énergie endogène qui permettra de renverser toutes ces initiatives conspiratrices. Alors, Luc Abaki, pardon. On a juste, il y a une question que je voulais vous poser très rapidement. Le président Goïta, dernièrement, il était à Sikasso. Et il a été accueilli là-bas à Sikasso par la population. Qu'est-ce que vous avez retenu de son déplacement là-bas? Parce qu'il a parlé de désinformation, de francs CFA. J'avoue que le président Goïta nous émerveille, en tout cas nous qui sommes à distance, mais qui suivons de près tout ce qui se passe dans les pays de l'AES. C'est un monsieur qui ne parle pas beaucoup, mais toutes les fois où il sort et il parle, il y a un contenu toujours enrichissant. Dans son discours qui nous a été traduit, il a été très clair sur un certain nombre de choses. Il a parlé de 3 formes de terrorisme dont vos pays actuels font l'objet. D'abord, le terrorisme classique qu'on connaît avec tous ces plaisantins qui sont armés, drogués, et qui continuent de percuter la dynamique de sécurité qui est déjà initiée et entretenue dans vos pays. Heureusement, il dit bien que les initiatives qui ont été prises au plan endogène sont en train de permettre d'endiguer cela. Mais en part cela, il y a le terrorisme économique. Et c'est justement le point qui nous intéresse aujourd'hui lié au refus du crédit qui avait été demandé donc par le Mali. Mais il n'y a pas que ça. Lorsque une institution comme la CEDEAO choisit de façon délibérée sur un coup de tête d'étouffer tous ces pays-là en fermant les frontières sous prétexte des sanctions qui ne reposent sur aucun principe juridique, on comprend très bien ce volet d'étouffement économique. Et vous voyez, la France, à son habitude, n'a jamais démordu par rapport à ces actes malsains qui consistent à saboter les économies de ces pays-là, en tout cas des pays d'Afrique. Vous vous rappelez le cas de Sékou Touré, lorsque il avait eu l'audace en 1958, je crois, de demander à être indépendant. Son économie avait été sabotée justement par des faux billets qui avaient été injectés par la France. Et aujourd'hui, le président Goïta l'appelle encore. Il y a eu une situation pareille. Ça veut dire que les Français, en tout cas les dirigeants français, continuent dans leur méthode
de sabotage de nos économies. Oui, c'est vrai qu'il a dit que ça s'est fait 3 fois, effectivement. Il paraît que 2 fois par voie terrestre, ils ont essayé de rentrer dans le Mali à travers cela, à travers à travers sûrement des camions ou des véhicules avec beaucoup de faux billets, et une fois par voie aérienne. Mais Luc, Abaki, la question qu'on se pose, c'est que le franc CFA est partagé par 8 pays. Il y a 8 pays de l'UEMOA qui partagent le franc CFA. Amener des faux francs CFA, des milliards de faux francs CFA, et injecter ça dans notre zone UEMOA, on va pas affecter uniquement l'économie malienne, on va affecter l'économie de l'UEMOA. Tous les pays qui utilisent le franc CFA, notamment la Côte d'Ivoire et le Sénégal, qui visiblement sont des pays qui s'entendent particulièrement très bien avec la France. Est-ce que la France va leur faire du mal à eux aussi en voulant faire du mal aux pays de l'AES? Mais est-ce que vous êtes tenté de penser qu'une seule fois, la France a eu envie d'aider un seul pays ou d'accompagner un seul pays africain à se développer? Mais si nous sommes encore dans le sous-développement et que la France, sous prétexte des aides budgétaires, etc., nous donne le sentiment d'être le meilleur partenaire en arrière-plan, c'est le pays qui pille le plus nos ressources, vous n'allez pas penser que, d'une manière ou d'une autre, quelle que soit la complicité que cette France développe avec certains États de notre sous-région, que la France serait amenée à être intéressée par notre établissement, notre développement et quoi que ce soit. Et donc, c'est vrai, aujourd'hui, dans le cas précis de ce sabotage, c'est d'abord le Mali qui a affecté, même s'il y a des effets collatéraux, même si le phénomène se métastasait pour envahir d'autres pays, mais la France n'en a qu'une. Son objectif, c'est de maintenir nos pays dans cette situation de serve et de dépendance qui lui permet à elle d'être active et présente et de conserver, comme je l'ai dit, son influence dans notre espace. Et donc, elle s'en fout royalement que cette pratique de sabotage de nos économies avec les autres pays qui lui sont alliés ou pas. Ce qui est sûr, c'est qu'elle ne visera jamais le développement ou l'épanouissement de quelque pays que ce soit en Afrique. Parce que ce développement-là va l'empêcher d'être ce qu'elle est aujourd'hui, grâce justement à nos ressources. D'accord. Et une dernière question. Aujourd'hui, le président malien, le colonel Assimi Goïta, il est chez le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un mot pour ce déplacement, surtout que ce déplacement, il a été fait au moment où certains médias voulaient faire croire qu'il y avait une mutinerie en cours, qu'il y avait une déstabilisation en cours au Burkina, ou encore que le président Traoré avait fui. Alors, est-ce que réellement, si le président avait fui ou il y avait une mutinerie, est-ce que c'est à ce moment-là que le président malien, le colonel Goïta, allait y aller? Un mot pour son voyage là-bas. Oui, justement, c'est le dernier aspect dont j'allais parler sur les 3 formes de terrorisme. Oui. C'est donc le terrorisme médiatique. Et en fait, qui vient de poser la question. Vous avez vu avec quelle outrance, quel acharnement les médias français ont pourri l'esprit, non seulement des Burkinabés, mais de l'ensemble des Africains, sur l'éventualité du mutinerie, de la fuite d'Ibrahim Traoré, de la grogne au sein de l'armée et tout ça. C'est pour dire, en fait, que la France, elle est dans sa logique, elle est cohérente par rapport à ce besoin de maintenir nos pays dans une situation d'incertitude, d'impasse, ou même d'ingouvernance. Parce que, à partir de ce moment-là, c'est ça qui légitime justement sa présence chez nous. Et donc, si dans cette foulée, le président Assimi Goïta fait le déplacement sur le Burkina Faso, il faut le dire, depuis qu'il est président de la République, c'est la première fois qu'il effectue un voyage de cette nature en Afrique, dans un pays africain. Le seul voyage qu'il avait fait, c'était à Saint-Pétersbourg, en Russie, lors du sommet Russie-Afrique, où il a réussi à négocier un certain nombre de contrats très constructifs pour le Mali. Vous voyez qu'aujourd'hui, le Mali est en train d'avoir des panneaux solaires, etc., pour endiguer le problème de l'électricité. Et tout ça, c'est lié justement à cette action qu'il a menée avec la Russie. Et donc, ce déplacement est un déplacement sanitaire. D'abord, il démontre formellement tout ce qui avait été raconté contre le président Ibrahim Traoré. Mais davantage encore, il exprime la solidarité, l'entente mutuelle, la coopération très forte qui existe entre les États de l'AES. Et ça, c'est indispensable pour créer une dynamique unitaire qui permettra de renverser tout ce qui est en train de se conspirer contre ces pays-là. La solution
que nous devons trouver, c'est justement l'union, la définition d'une vision commune et l'engagement de l'ensemble, non seulement des dirigeants, mais des peuples de cet espace, pour créer un espace endogène, harmonisé sur plusieurs points de vue. Je pense qu'il faut vraiment s'habiller ce déplacement. Et je vois déjà les premières images de l'accueil chaleureux qu'il y a été réservé, parce que justement, il va là-bas en frère qui partage les préoccupations du peuple burkinabé. Et je pense que à partir de ce moment-là, ils sont en train de donner un bel exemple à la CEDEAO qui, au lieu de rester conforme à la lettre et à l'esprit qui avait animé le fondateur de cette communauté sous-régionale, ont décidé malheureusement de ramer à contre-courant de cette dynamique-là et de disloquer malheureusement cette institution qui aurait dû être un instrument de développement et d'épanouissement des peuples de notre espace. D'accord. Ceux qui nous écoutent vous apprécient beaucoup, ils vous suivent beaucoup depuis très longtemps, les Maliens qui vous suivent ici. Ils vous suivent beaucoup sur New York TV, ils aiment beaucoup vos analyses. Et il y a une personne qui a posé une question très rapide, on ne s'y attendait pas. C'est en une minute, que pensez-vous du voyage du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye en France? Et puis, la seconde question que la personne avait à poser, c'est il y a 2 groupes armés au Niger qui ont été créés, qui ont été formés comme ça. Alors, en 2-3 minutes rapidement, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots? Et puis, prochainement, on va développer d'autres sujets, Inch'Allah. Sur le voyage de Bassirou Diomaye Faye en France, c'est vrai, il a eu dans un cadre de la souveraineté vaccinale, etc. Et il a saisi l'opportunité pour rencontrer le président français Emmanuel Macron. Il n'y a rien de particulier à dire. Sur le principe, en fait, tous les pays ont le droit de développer des coopérations, des liens d'amitié avec tous ceux-là qu'ils considèrent comme étant des partenaires fiables. Néanmoins, ce qui doit être relevé, c'est cette politique-là que les dirigeants sénégalais ont décidé d'adopter, une position un peu hybride qui donne le sentiment que pour l'instant, ils n'ont pas encore défini une fois cette ligne à partir de laquelle ils entendent gouverner, diriger le peuple sénégalais. Sinon, comme président africain en France, il n'y a aucun mal à cela. Il faut surtout seulement être vigilant pour que la France, qui est déjà connue comme étant pratiquement un ennemi des peuples d'Afrique, ne profite pas de ce genre de partenariat pour saboter, si vous voulez, nos projets de développement. Et vous voyez, il a parlé justement de cette question liée à ces groupes armés qui ont pris naissance au Niger, mais ce n'est pas étonnant. Dans un premier temps, c'était d'abord le président béninois qui s'était érigé en profondeur farouche des dirigeants nigériens et qui était disposé ou bien qui a posé des actes sabotant justement l'exportation du pétrole brut qui passe sur son territoire. Et donc, dans la foulée, il y a donc un groupe armé qui est né et qui sabote le Léoduc, le pipeline, qui passe dans tout ça. Comprenez que cela fait partie des stratégies élaborées par les puissances occidentales, pour ne pas dire la France, parce que c'est elle que nous connaissons, et c'est elle qui a posé des actes qui nous ont nuit au plus profond de notre être. Et donc, lorsqu'il y a des situations comme ça, on n'a pas d'autre choix que de la cibler en premier, à moins qu'elle le révèle d'autres complices ailleurs. Et donc, tous ces groupes-là, qui naissent dans cette foulée-là, participent d'un plan de déstabilisation, en tout cas d'une stratégie qui est suffisamment huilée et qui vise à nous maintenir dans une instabilité permanente, de sorte qu'il n'y ait pas la cohésion, une dynamique qui permette à nos pays-là de décoller. Mais la parade à tout ça, c'est d'abord la vision, la persévérance et puis l'unité des peuples. C'est important que les nouveaux leaders de l'AES, je l'ai dit, je vais répéter encore, se montrent suffisamment solidaires, se montrent suffisamment visionnaires et pratiques, qu'ils fassent le discours qu'il faut afin de mobiliser des consciences autour de leur vision à eux. Et c'est ça qui permettra de barrer cela. Parce que quand un peuple est mobilisé autour de son dirigeant, il n'y a aucune force extérieure qui peut ficherer cela. Merci beaucoup, Luc Abaki. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Merci à vous. Merci.